Manu, Reva. T'es content, hein? Là-bas. T'es content? Grave. Très content. C'est la troisième partie. D'abord, il faut faire nos devoirs. Et quoi? Les devoirs. Non. Si, Flo. Non. D'abord les devoirs, après on s'amuse. Non, je ferai pas les devoirs. Non. Si, dans ta chambre. Non. Dans ta Non, chambre. Tu me laisses tranquille, je ferai pas les devoirs. Les devoirs. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Vianov. Au sommaire, Caroline. Les devoirs, ils sont le rituel incontournable de la vie des élèves, mais également de celle de leurs parents. Et apparemment, ça peut se passer sereinement. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et en troisième partie, nous recevrons Alain Chamfort, un nouvel album, une tournée. L'artiste passera par Ajaccio et par Bastia demain soir. On en parle tout à l'heure. Et comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous laisser vos messages, vos questions. On commence par la revue de presse. Marie-Jo. Vous connaissez une chanson d'Alain Chamfort? Oui, bien sûr. Allez, tout le monde Manu Reva, tout le déjà. monde vous écoute. Forcément. La pression. Alors, là, voilà. Ouais, c'est pas comme s'il était juste là en coulisses. Non. Bon, allez, on va se concentrer plutôt sur l'affaire Ghosn. Oui, sur l'affaire Ghosn, on ne sait pas encore beaucoup plus de choses, mais enfin, le monde s'intéresse encore à cette affaire du côté français. Renault prépare la succession de Carlos Ghosn et le quotidien confirme évidemment que la malversation portait bien sur 39 millions d'euros, ce qu'on avait dit hier, affirme que Nissan compte démettre le PDG de ses fonctions, Mitsubishi devrait faire de même, mais surtout il évoque le rééquilibrage de l'alliance des trois constructeurs automobiles parce que le chiffre de Nissan est supérieur à celui de Renault. Donc du coup, ça pourrait être assez mauvais pour la France. Alors de son côté, les Échos, de leur côté d'ailleurs, puisque c'est un pluriel, les Échos sont aussi inquiets côté français. Finalement, on se fiche complètement du Japon, mais on est très cocardien. Oui. Et Renault commence, avec ce titre, Renault commence à préparer l'après-Ghosn. Alors en fait, il s'interroge sur la brutalité quand même de la procédure à l'égard de Carlos Ghosn, qui suscite quand même des interrogations. Et puis, tout en organisant l'intérim, Paris demande à voir le dossier d'accusation japonais. Eh oui, tout cela inquiète, visiblement. Ça inquiète beaucoup. Mais de son côté, l'opinion s'intéresse plus à l'homme et à sa fonction en titrant regardez en haut, un patron ça se trouve, un grand patron c'est plus rare. Ouais. Et le quotidien libéral explique qu'un grand patron c'est une alchimie complexe où se combinent le talent, la puissance de travail, la vista stratégique, l'appétit de croissance, la force morale de tenir face aux pressions et de naviguer contre les injonctions contradictoires, entre les injonctions contradictoires, la capacité d'arbitrer entre les parties prenantes de l'entreprise. Enfin, il y a tout un tas de qualités, mais parmi lesquelles quand même la dissimulation de revenus n'est pas comprise. Le canard. Bizarre, hein? Oui, mercredi, c'est le canard, vous avez raison. Moins d'admiration, plus d'humour, comme d'habitude. Voilà, Carlos Ghosn, confiant, la tôle, ça me connaît. Oh là là, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en dessous, on continue, les gilets Ghosn. Ça voilà. Aussi, c'est pas mal du tout. Mais d'ailleurs, on en est où de ces gilets jaunes? 12e épisode. Ils sont toujours là, 5e en tout cas, 5e journée de mobilisation. Ils sont toujours là. Et pour le Parisien, c'est la guerre des nerfs. Le quotidien s'interroge sur ce mouvement de contestation désorganisée, minée par la violence. C'est vrai qu'il y a eu des choses un petit peu graves. Et un gouvernement qui, de son côté, durcit le ton. Pour lui, la situation apparaît plus tendue que jamais et se demande comment on va sortir de cette impasse. Et de son côté, la Croix aborde le problème d'une autre manière en s'intéressant au pouvoir d'achat. Et ils affirment finalement que la grogne des Gilets jaunes porte aussi sur la baisse ressentie du pouvoir d'achat. C'est une réalité. Et le quotidien se pose la question des perdants et des gagnants. Et on conteste toujours en Corse? Oui, alors regardez, Corse Matin nous parle aujourd'hui non pas de gilets jaunes, mais de blouse blanche. Voilà, c'est le malaise grandissant des infirmières qui fait la une. Bon, on a tout de même en une aussi une assez bonne nouvelle en bas, là, vous voyez, c'est l'emploi du glyphosate, la Corse du Sud parmi les vertueux. Et on apprend en page intérieure que si le Vaucluse remporte le triste trophée du Glyph Award, il a été inventé pour l'occasion, pour son usage très intensif de l'herbicide, eh bien la Corse du Sud est le 2e département le moins pro-glyphosate après la Lozère. Mais dites-moi, c'est une excellente nouvelle, ça. Oui, c'est bien, c'est bien pour l'environnement et la santé. Tout à fait, c'est vrai qu'on s'en réjouit. Bon, c'est bien. Alors, on termine avec l'humanité. Oui, sans transition, mais par contre, ça va sûrement intéresser vos invités. L'humanité se consacre sa une et un très grand sujet d'ailleurs au programme scolaire. Voilà, le grand bond en arrière. Ils n'ont pas l'air d'être très contents. Non, ils ne le sont pas du tout. Pour l'UMA, l'avenir est en marche arrière et les réformes se sont faites dans un secret confinant à la paranoïa. Alors, la phase de consultation avec les enseignants s'est achevée hier et certaines disciplines suscitent de très grandes inquiétudes parmi les professeurs. Ce qui inquiète déjà, c'est la rapidité. 6 mois pour essayer de
tout remanier et de peaufiner cette réforme du bac, puisque finalement, c'est aussi de ça dont on parle. Et puis surtout, les contenus qui changent en histoire, géographie, sciences, économique et sociale, français, mathématiques, un peu en tout, quoi. Et pour Denis Paget, qui est donc ici, vous ne devez pas trop le voir, Denis Paget, qui est un ancien membre du Conseil supérieur des programmes, eh bien, il dénonce une dérive clairement élitiste, parce qu'il parle notamment des matières dites de spécialité qui s'ajoutent au tronc commun et qui, selon l'ancien enseignant, permettent aux universités de faire leur choix. Voilà. Donc, il dit qu'en fait, les maths ou aussi humanité, littérature, philosophie, sont devenues de plus en plus complexes. Et si vous voulez, en augmentant la difficulté de ces matières, on pourrait aussi simplifier la sélection des universités. Sauf que c'est compté avec le fait que les élèves de seconde savent déjà dans quelle filière ils vont s'engager. D'accord. Ça relève un peu de l'utopie quand même. Ben oui. Bon, merci Marie-Jo. Je vous en prie. On vous retrouve pour le débat. Oui, je reviens vous voir. Parler de la méthode Montessori. Tout à fait. Très bien, alors je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais avant cela, direction Olmy-Capelle, où on retrouve notre spécialiste éducation Laurane Bassoul, qui a emmené ses élèves à participer à un stage de théâtre. On vous retrouve tout de suite, Laurane. Coucou Caro Flo et toute l'équipe. Alors aujourd'hui je ne suis pas là puisque les élèves du collège du Tard, à Voler 5e notamment, se sont déplacés jusqu'à Olmy-Capelle pour suivre un stage de théâtre en lien avec l'association L'Aria qui est présidée par Robin Renouch. Là nous nous trouvons dans un lieu d'exception et au théâtre Astatson qui a ouvert ses portes en 2010. Allez, je vous amène. Alors là, je suis avec Simone Grenier, qui est comédienne et qui transmet son savoir et son savoir-faire à nos élèves. Alors concrètement, quel est ton rôle Écoute, moi, tout simplement, c'est leur donner des outils, des jeux, des choses à faire et une manière d'approcher le théâtre d'une manière ludique, de les intéresser. Oui. Et puis surtout travailler l'articulation, le corps, l'approche d'un texte, le travail d'un personnage. Et de rentrer là-dedans pour pouvoir ensuite, si vous avez envie, aller plus loin. Oui, c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc les enfants, est-ce que ça vous plaît? Oui. Voilà, super. Donc du coup, on est là jusqu'à jeudi et puis tout va bien se passer. Le but, c'est de monter une représentation en fin d'année. Donc, allez maintenant au travail, non? Oui. Allez, c'est parti. Salut, à la semaine prochaine. Merci Laurane, à la semaine prochaine sur ce plateau. Allez, il est 12h32, c'est l'heure du débat de Vianove. Installez-vous, bien qu'interdit par une circulaire de 1956, les devoirs n'ont épargné personne et encore moins la patience des parents qui paradoxalement demandent de leur prescription par les professeurs. Alors quels dispositifs, quelles astuces pour accompagner les familles dans cette épreuve du quotidien? Pour en parler, nous accueillons Charles Caplette, auteur de Chouette, c'est l'heure des devoirs aux éditions Erol. Bonjour. Bonjour. Charles Santa-Bateste, inspectrice d'académie en charge du dispositif Devoirs faits, et Michel Saliou, professeur d'histoire-géographie au collège Laetitia d'Ajaccio. Allez, avant d'aborder les choses qui fâchent, on sourit un petit peu. On les a déjà fait, nous, les devoirs. Pendant 15 putains d'années, moi, je les connais, mes tables, hein, ça va, hein, 2 fois le 4, 4 fois 4, 6, c'est bon, me prenez pas la tête, hein. Non, les devoirs chez la maman calme, ça doit être la mélodie du bonheur. Les enfants, sortez vos cahiers du soir et faites vos devoirs, vous avez 30 minutes. Rejoignez-nous pour le souper, je fais une mousseline. Voilà, c'est l'excellente Florence Foresti, c'était un extrait de son spectacle Madame Foresti. Alors Charles Caplette, comment avez-vous pu arriver à la conclusion que faire le devoir à un moment ou à un autre c'était chouette, selon le titre de votre livre? Alors la conclusion qui m'a permis d'en arriver à chouette, c'est de passer par des difficultés avant, puisque donc j'ai 3 enfants, je suis enseignant en lycée pro avec des jeunes qui n'ont pas forcément envie d'apprendre. Comment rendre le truc plus sympa? Donc il a fallu que je trouve des trucs pour rendre le moment des devoirs et aussi des apprentissages ludiques. Et je me suis dit que c'était trop dommage de passer à côté de cet esprit de curiosité qu'on a tous monté en série en nous. Et voilà, donc j'ai imaginé des choses que j'ai testées avec mes enfants, mes élèves, qui ont marché, parfois pas marché, et je me suis rendu compte qu'on pouvait remettre du fun dans ce moment-là. D'accord, on va voir ça plus en détail. Santa-Bateste, je le rappelais, les devoirs au primaire sont théoriquement interdits, les devoirs écrits. Théoriquement interdit depuis 1956. Évidemment, personne ne suit cette recommandation. Encore moins les parents qui souhaitent des devoirs pour évaluer leurs enfants. Alors comment on explique ce paradoxe entre le fait que ce soit la vraie galère du quotidien
et l'envie d'être mis à l'épreuve. Alors c'est vrai que derrière la question des devoirs, il y a de toute façon la bonification de l'enfant, sa réussite dans les apprentissages et dans sa scolarité, bien entendu, puisque les devoirs sont le prolongement du travail qui est effectué en classe et donné par les enseignants. Alors, paradoxe, oui, on n'est pas là pour évoquer, je dirais, l'interdiction des devoirs au primaire, bien que le texte soit de toute façon ambigu si on le regarde de plus près. Alors, c'est vrai que nous avons au collège, aujourd'hui, la mesure devoir fait, qui existe depuis novembre 2017. C'est une mesure tout à fait extraordinaire, je dirais, pour que l'école et les enseignants se réapproprient ce temps des devoirs et pour également finalement rendre à la maison facile les relations entre les enfants et les parents et à l'école aussi entre les enfants et leurs professeurs. Alors devoir fait, je le rappelle parce que souvent les enseignants nous le demandent, et surtout les parents nous le demandent, c'est totalement gratuit. Ça se passe au sein de l'école, en dehors des heures de cours. Ce n'est pas une heure de cours supplémentaire, c'est important de le dire. Le support reste les devoirs à effectuer. Il y a bien sûr, on le sait, plusieurs types de devoirs. Est-ce qu'il y a du soutien ? Alors, le support de devoirs faits au collège, parce que ça s'adresse aux collégiens volontaires, c'est important aussi de le dire, donc ça reste les devoirs. Évidemment, dans les devoirs qui sont à effectuer, vous avez plusieurs typologies de devoirs. Donc, devoir fait, c'est vraiment, par-delà le fait que les enfants peuvent enfin faire leurs devoirs au sein de l'école, comme ça se passait auparavant, au temps des jésuites, je dirais. Donc, une réappropriation de l'école, des personnels de l'éducation nationale. Mais est-ce qu'ils sont encadrés par des professeurs ? Ils sont bien entendu encadrés par des professeurs volontaires, des professeurs, des conseillers principaux d'éducation, des assistants d'éducation également qui encadrent ces devoirs. Et je dirais que là, on a une relation nouvelle entre l'enfant et le personnel, les personnels de l'éducation nationale. Ça permet aussi finalement d'avoir un bon climat scolaire dans l'établissement. C'est vraiment quelque chose de global, cette mesure devoir fait. Et vraiment, voilà, moi j'invite véritablement les parents, les enfants à se rapprocher des professeurs. Nous sommes dans la période des conseils de classe qui arrivent. Se rapprocher des professeurs, des équipes de direction pour s'inscrire à devoir fait. C'est vraiment un accompagnement. Et l'enjeu, je vais laisser la parole, l'enjeu, il est véritablement un enjeu de justice sociale. On va permettre revenir. à tous d'accéder aux devoirs au sein de l'école. C'est extraordinaire. On va revenir sur l'inégalité des devoirs. Michel, vous êtes professeur. Oui. Comment vous abordez les devoirs ? Est-ce que vous êtes plutôt à l'ancienne, je dirais, avec des leçons apprises par cœur ? Est-ce que c'est plus de la recherche personnelle ? Comme on le disait, il n'y a pas un type de devoir qui revient systématiquement, quelle que soit la discipline. Je dirais, quand on est enseignant, le début, le lancement de la séance, c'est un petit peu la pochette surprise. Et donc, on doit s'adapter rapidement pour faire le point avec les élèves, leur permettre d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire vérifier leur cahier de texte, vérifier les informations qui ont été transmises par les collègues pour qu'ils ne perdent pas de temps et se mettent rapidement au travail. Après, il y a différentes situations, des élèves qui sont très autonomes et qui vont intervenir très très peu, qui vont solliciter très très peu. Et puis on peut avoir aussi d'autres profils d'élèves qui, eux, sont en grande difficulté et pour lesquels le dispositif est vraiment extrêmement précieux. Votre palette de devoirs donnés va d'où à où ? Les types de devoirs, si je parle de façon un peu narcissique de ma matière, l'histoire-géographie, on est évidemment sur une part de mémorisation de certains repères chronologiques, spatiaux, donc quelque chose d'assez classique. Mais on peut être aussi beaucoup sur des questions dans le cadre de commentaires de documents qui peuvent être à traiter par les élèves. Et puis je crois qu'il y a une troisième chose aussi qui peut être un enjeu important dans le dispositif, c'est parfois la préparation d'une évaluation pour laquelle les élèves qui sont les moins scolaires très souvent se retrouvent très démunis et les parents également. Est-ce que les outils numériques ont modifié la nature même des devoirs ? Puisqu'on se dit maintenant pour un exposé, tout ça, on tape sur un moteur de recherche quelques mots-clés et puis tout sort... Les outils, les ressources numériques ont
à mon sens en tout cas, complètement révolutionné la pratique On n'avait pas ça. pédagogique. C'est vrai que On est au CDI. On a une banque de ressources, notamment sur EduScol, pour ne pas le citer, qui permet d'avoir accès à des ressources numériques variées. Il y a aussi, il faut le dire, un partenariat qui va se mettre en place là avec le CNED pour offrir des ressources numériques pour faire les devoirs à l'école. Or, c'est important de dire aussi que chaque établissement scolaire est dans le cadre de son autonomie, de son projet d'établissement, et que il va définir en équipe pédagogique les moments où se passe devoir fait. Ça peut être en fin de journée, ça peut être sur la pause méridienne, ça peut être en matinée ou dans les heures de creux de l'enfant. Donc ça, c'est important de le dire. Ça permet aussi au personnel et aux professeurs d'engager une réflexion sur le travail personnel de l'élève et ses enjeux. Et je crois que c'est vraiment une réflexion première au sein d'un établissement scolaire. Charles, pourquoi tenez-vous tant à ce que les parents assistent leurs enfants pour leurs devoirs? Est-ce que ça ne doit pas relever j'y tiens de pas, leur... enfin, c'est pas que j'y tienne. Vous avez quand même écrit je suis ravi. un livre dessus. Oui, c'est Je juste vous le parce que rappelle. j'ai essayé de survivre aux devoirs de mes enfants. D'accord, mais pourquoi vous vous en mêlez des devoirs de vos enfants? Je suis ravi que l'Éducation nationale prenne ce chantier. Pourquoi je m'en occupe? Parce que je suis comme beaucoup de parents, j'ai envie d'abord qu'ils les fassent, et puis qu'ils réussissent, et puis on a tous comme ça des rêves pour nos enfants de réussite scolaire, et puis de découverte de choses. Donc on a envie qu'ils le fassent. Mais est-ce que les devoirs ne doivent pas rester justement uniquement aux enfants? C'est parce que c'est une évaluation. Ça serait, oui, Florence Floressi l'a dit, j'ai fait de la petite mousseline et toi tu as fait tes devoirs. Donc ça c'est un rêve. Mais c'est une responsabilité aussi, c'est leur apprendre une responsabilité. En fait, faire ses devoirs tout seul, ça veut dire qu'on est autonome. Oui. Et l'autonomie, c'est un apprentissage qu'on acquiert au fur et à mesure des expériences qu'on a. Et voilà, et c'est aussi ce que j'essaie de proposer, c'est de rendre l'enfant autonome de plus en plus. Mais ça ne vient pas tout seul. Et sûrement pas dans nos façons de vivre, où on zappe tout le temps d'un truc à l'autre et où c'est effectivement, pour beaucoup d'enfants, c'est le dernier truc qu'ils ont envie de faire. Alors, vous avez mis en place toute une méthode avec des tas d'étapes. Oui, c'est-à-dire que j'ai essayé d'identifier les ingrédients qui pouvaient venir aider ce moment des devoirs, parce qu'il se trouve que quand on le regarde un petit peu avec un peu de recul, ce moment des devoirs, il vient cristalliser en fait ce qui se passe dans la famille. Des moments de tension, des attentes qu'on a par rapport aux enfants, des souhaits que les enfants ont par rapport aux parents et où ils ont le sentiment de ne pas être entendus, parce que souvent les gamins, ils ont juste envie de jouer avec leur père ou leur mère. Et quand ça ne se passe pas, du coup, ils se vengent un petit peu sur les devoirs. Donc il y a plein de choses qui se passent. Donc je trouve que c'est intéressant de regarder ça un petit peu de l'extérieur et pour voir un petit peu ça comme un laboratoire. Tiens, qu'est-ce qui se passe là de l'histoire de notre famille? Puis ensuite, essayer de trouver des ingrédients pour rendre les choses plus faciles et moins douloureuses. Par exemple, quelques exemples. Par exemple, de savoir se mettre en mouvement. Parce que, en fait, le soir, on est tous des grands procrastinateurs. Et donc, il y a des petits trucs pour se mettre en mouvement. J'adore ce que font les All Blacks, c'est-à-dire le haka. Ah, le haka, oui. Voilà, le haka des devoirs, c'est juste génial. C'est-à-dire il y a un haka des devoirs? Oui, il y a un haka des devoirs. Donc, le haka des devoirs, c'est que plutôt de s'engueuler, viens, on fait ensemble un haka des devoirs. Voilà. Donc ça, parce qu'il est important, au-delà de l'aspect fun de cette idée, il y a l'idée aussi d'évacuer les émotions de la journée. Parce que les parents ont eu des émotions, les enfants ont eu des émotions, ils reviennent de l'école, donc de pousser un cri et de bouger, ça permet d'évacuer un petit peu les... C'est un sas, en fait, c'est un petit sas. Avant de s'y mettre. Et puis, vous avez raison, ça crée aussi un rituel, en fait. Les rituels, c'est hyper important, parce que c'est ce qui fait un petit peu l'histoire de la famille, c'est de ce dont on se rappelle quand on est plus grand. Et puis de raconter plus tard à ses propres enfants qu'on faisait on imagine qu'ils adorent ça en plus. Et en plus, ils adorent ça. J'imagine, moi j'aurais aimé faire le haka des devoirs. Tu parles. J'en aurais mis partout, casser les vases. Oui, mais c'est ça. Sante, vous évoquiez cette question un peu plus tôt. Est-ce que les devoirs sont source d'inégalité ? Oui, ils sont source d'inégalité parce qu'on sait très bien que les enfants, selon les situations familiales, n'ont pas le même accès finalement au savoir à la maison. Et également, comme le disait notre invité, il y a une véritable tension qui peut se créer à la maison autour des devoirs effectués. Le terme même de devoir, il y a une obligation pour l'enfant, une responsabilité morale qui lui incombe. Donc c'est vrai qu'avec devoir fait, et notre ministre y tient, de l'Éducation nationale, il y a vraiment un rapport nouveau avec les familles. On est véritablement dans la construction de l'école de la confiance. C'est important de le dire. Confiance entre l'école et la société qui va, bien entendu, mettre en jeu finalement la réussite des enfants. Œuvrer, devoir fait pour la réussite des enfants. Tenter, pour cette équité
que l'on recherche pour tous dans l'éducation. Et encore une fois, le fait que voilà, ce sont les professeurs les personnels de l'éducation nationale qui se réapproprient les devoirs au sein de l'école, je pense que c'est fondamental. Michel, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'impliquer comme ça les parents dans les devoirs des enfants au quotidien? Alors à quel niveau vous voulez dire Dans la réalisation. Dans la réalisation. C'est souvent les parents, alors une phrase qui revient très souvent, c'est « je dois faire les devoirs ». Oui, voilà. Et c'est les parents qui le disent. Ouais. Ça prête à énormément de discussions déjà entre collègues, entre disciplines, sur le rôle d'un devoir qui a été réalisé à la maison, qui ensuite revient au collège, dans l'enceinte du collège, et qui va être évalué. On parlait de justice sociale, d'égalité dans l'accès au savoir. Ça peut évidemment poser question quand on sait que dans certaines familles, l'élève va être énormément soutenu, voire parfois maman pourra prendre le stylo et finir, ou voire même faire l'intégralité de certains travaux. Et dans d'autres familles, l'enfant se retrouve sans même un espace disponible pour faire son travail dans la sérénité et encore moins avec la moindre aide. Donc évidemment, refaire venir finalement cette activité, c'est aussi quelque part replacer les choses de façon plus juste. Et je pense aussi plus pertinente, parce que les parents, ils ont double casquette, triple casquette, à la fin ça devient un peu compliqué. On va reparler de la jauge d'énergie parentale. Oui. Alors la place du professeur, du sachant et des élèves n'est pas toujours celle qu'on pense ou qu'on connaît. Alors Marie-Jo, vous avez choisi de nous parler de la méthode Montessori. Oui. Dites-nous tout. Nous voici. C'est vrai que parmi les soucis quand même de l'enseignant, il y en a un qui est évident, c'est celui de s'adresser à une classe qui est certainement homogène en termes d'âge, mais sûrement pas en termes de connaissances, de niveau de sociabilisation, de centre d'intérêt. Tout ça est vraiment très très compliqué. Les enfants ont leur caractère, ça n'est pas évident. Alors bien entendu, on fait ça pour essayer de limiter ces différences. On met les enfants du même âge dans la même classe, on les aligne et on leur dispense le même enseignement. Bon, c'est pas toujours évident. Bon an, mal an, on ne peut pas dire que les enfants vont sortir avec moins de savoir que ce qu'ils avaient au départ quand ils sont entrés dans le système scolaire, mais parfois c'est un petit peu douloureux quand même. Et c'est vrai qu'il y a du coup des enseignements alternatifs qui s'intéressent plus à l'individu finalement qu'à ce groupe, comme par exemple évidemment celui qu'on connaît peut-être le mieux, la méthode de la pédagogue et médecin Maria Montessori. Alors elle, c'est vrai qu'elle a une méthode qui est parfois contestée, je ne dis pas le contraire, mais qui quand même est plutôt intéressante parce qu'elle ne cherche pas du tout à formater, mais justement à rendre autonome, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est en travaillant pendant 50 ans avec des élèves défavorisés ou des enfants en difficulté d'apprentissage qu'elle a mis au point une pédagogie qui est efficace pour tous. Pédagogie qui date quand même de 1907. Et elle se repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique. Bon, en fait, il faut prendre en compte dans sa méthode plus un groupe, une période sensible qu'un véritable âge. Donc ces groupes sont plus vastes, ils vont de 3 ans à 6 ans et après de 6 ans à 9 ans. Et on leur propose des activités qui sont à peu près similaires à ces âges-là. Le résultat est pas mal intéressant, puis il nous interpelle parce que nous, quand même, dans les villages, on a beaucoup de classes à plusieurs niveaux, mais une classe unique à plusieurs niveaux. Et souvent, les parents ont très peur et finalement, les résultats sont bons. Ça marche plutôt bien. Il s'agit aussi de s'intéresser à la posture de l'enfant, la manière de faire les choses et pouvoir le faire changer aussi d'attitude au fur et à mesure de la journée. Donc les écoles, les classes ne sont pas stéréotypées et elles sont composées d'espaces qui sont aménagés de manière différente en fonction des activités. On peut le voir, on peut être assis mais parfois sur une chaise, parfois sur un canapé, parfois par terre, on peut être debout. Il faut vraiment respecter un peu le corps et le rythme de l'enfant. Ses centres d'intérêt aussi, et il gagne en autonomie. C'est un véritable enseignement qui est évidemment dispensé en même temps. Et on invite toujours l'élève à commencer et finir une activité. C'est-à-dire qu'il va chercher son matériel, il fait son activité, ensuite il range tout et il passe à autre chose. Ce qui aussi développe son sens des responsabilités et de l'autonomie. Alors, chez Montessori, il n'y a pas de devoir. Voilà. C'est ça le secret. Si devoir il doit y avoir, combien de temps y consacrer ? Charles, vous avez mis une jauge d'énergie parentale pour savoir quelle activité est la plus C'est-à-dire que j'ai éprouvante. essayé de mesurer l'énergie qu'il fallait pour mettre en place les idées que je propose. Donc c'est très variable. Parfois ça demande beaucoup d'énergie, parfois pas beaucoup d'énergie. Le temps des devoirs, en fait, il est difficile à calibrer. Il est à calibrer en fonction de ce que l'enfant a écrit sur son cahier de texte. Donc en fait, il faut s'adapter à ces devoirs à faire et puis surtout aider l'enfant à calibrer lui-même.
Je propose par exemple d'avoir une boîte de Lego avec des Lego de différentes couleurs, de dire que les maths, c'est les Lego rouges, et puis comme il y a beaucoup de maths, il y a 10 Lego. Le français, c'est moins important, donc et puis c'est plus facile aussi, donc c'est quelques Lego verts, je dis ça, mais c'est pas dans un ordre hiérarchique. Et du coup, chaque fois que j'ai fait mes trucs, je monte une petite maison, et puis quand ma maison est finie, mes devoirs sont finis. Ça permet à l'enfant aussi de mesurer combien de temps il a mis pour chaque travail, et puis aussi de s'organiser tout seul. Qu'est-ce qui est facile, difficile, combien de temps ça va me prendre? C'est des questions qui ne se posent pas en général. Pour les professionnels de l'éducation que vous êtes, le temps des devoirs. Alors c'est vrai que quand même, il faut distinguer encore une fois les différents types de devoirs, parce qu'il y a des devoirs dits de pratique qui sont des applications du cours. Il y a des devoirs de réflexion où on fait appel à l'analyse quand même, hein, donc c'est quand même plus approfondi. Il y a des devoirs de préparation. Aussi préparation d'un contrôle, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc il faut quand même distinguer tous ces différents types de devoirs, c'est important. J'ai oublié de vous dire également... Et rapidement, oui, rapidement, je ne vais pas déborder, merci de le rappeler. Dire qu'au sein de l'Académie de Corse, l'an dernier, 20% des collégiens, c'est-à-dire environ 2600 collégiens, ont bénéficié de devoirs faits. Et voilà, nous souhaitons poursuivre, inciter les parents et les enfants à se rapprocher des personnels de l'éducation pour s'inscrire à Devoirs Faits, qui est un véritable accompagnement. Un dispositif gratuit. Flo, pour conclure, allez, rapidement. en quelques secondes, on arrive à la fin de l'émission. Charles, une astuce pour éviter la crise? Ne pas les faire. Ah, mais oui, mais il faut les faire. Et non, parce que c'est ce que je conseille aux parents quand c'est vraiment trop la crise, effectivement, c'est de se dire on fait autre chose, on va au cinéma, on fait quelque chose ensemble pour se réconcilier. Peut-être qu'on laisse l'enfant ne pas faire ses devoirs et se faire gronder par le professeur, il les fera le lendemain. Après une autre astuce peut-être qui évite une autre astuce qui évite de pas les faire, c'est d'aller les faire ailleurs. Changer d'environnement. Voilà, c'est d'aller dans un café avec un petit chocolat chaud et puis de les faire sur un coin de table et puis on change tout parce qu'on change d'ambiance. Michel, en 5 secondes, une petite astuce. L'astuce, elle est simple, vous n'allez pas trouver très objectif, mais de venir faire les devoirs faits au collège. Faire les devoirs au collège. Voilà, comme ça, on est tranquille à la maison. Bah c'est bien, on a eu plusieurs sons de cloche, c'est bien. C'est pas mal, hein? Oui. Bon, allez, on se retrouve. Merci beaucoup, merci à vous trois. On se retrouve dans un instant avec Alain Chamfort sur notre plateau. À tout de suite sur Via Stella. Merci.